Rebonjour à tous, ravi donc de venir passer cette matinée avec vous. Olivier. Vas-y, je te laisse démarrer. Ouais. C'est magnifique. Tu as vu ça? Ouais. Donc moi je m'appelle Arnaud Ciel. J'ai une photographe fantastique. Depuis 21 ans, je fais du conseil en marketing et en développement commercial. J'ai une boîte qui s'appelle CA+. Et depuis 21 ans, mon métier c'est d'aider mes clients à développer encore plus vite leur chiffre d'affaires. Et mes clients, ce sont des créateurs et des dirigeants d'entreprises, des patrons vendeurs, comme je les appelle avec beaucoup d'affection. Et toi, Olivier, que fais-tu? C'est gentil. Donc moi, je suis Olivier Alossio. Je suis vraiment ravi d'être là avec vous ce matin. Donc moi, je travaille chez WSI, qui est une agence digitale. Et notre métier, depuis maintenant plus de 15 ans, c'est d'aider les petites entreprises à développer leur activité grâce au digital, pour faire très simple. On a des clients dans plein de secteurs d'activité et 80% de nos clients viennent nous voir parce qu'ils ont besoin de plus de clients. Voilà. Et donc le digital, c'est un des leviers effectivement qu'on vient utiliser pour vous aider à doper votre activité. Et en parlant donc de doper votre activité, on trouvait intéressant ce matin avec Arnaud de faire un focus sur la vente et l'intelligence artificielle, parce qu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle depuis maintenant un an, avec l'arrivée, il y en a qui disent le monde a changé le 30 novembre 2022 avec l'arrivée de ChatGPT. Et c'est vrai que depuis un an, beaucoup de choses se passent. Ce sont des technologies qui sont arrivées, entre guillemets, en libre service, accessibles à tout, même si, vous allez voir, l'IA existe depuis des décennies. Mais on trouvait intéressant avec Arnaud de faire un focus sur la vente et l'intelligence artificielle et partager avec vous ce qui fonctionne, parce qu'il y a des choses qui fonctionnent très très bien et vous allez voir en quoi l'IA c'est un réel accélérateur associé à la vente. Mais il y a aussi des choses qui fonctionnent moins bien et voire même pas du tout. Et du coup, on trouvait intéressant avec Arnaud de pouvoir traiter de ces sujets ensemble. Je ne sais pas s'il y en a qui viennent pour la première fois à assister à un club de la performance commerciale. On n'est pas sur de la transmission de savoir en mode descendant, mais on est vraiment là pour échanger ensemble. Donc, il y a un apport des intervenants, mais surtout, s'il vous plaît, n'hésitez pas à nous couper la parole. Si on dit des conneries, ça nous arrive. Vous pouvez nous le dire aussi, bien évidemment. Donc voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir échanger ensemble et qu'à l'issue de ce club de la performance commerciale, vous puissiez repartir avec au moins une idée à mettre en place tout de suite dans votre boîte. Si vous repartez déjà avec une idée, avec Arnaud, on sera content. Alors, de quoi on va parler On va suivre l'ordre de la vente, en fait. Et autre remarque importante, complémentaire, tout ce qu'on va partager avec vous a été testé. C'est que ce n'est pas de la théorie, ça a été testé, pratiqué. Donc on va suivre l'ordre des étapes de la vente. N'oublie pas que c'est toi qui as la zapette. Donc la première étape de la vente, c'est se préparer. C'est-à-dire qu'avant, pour démarrer une action de prospection, on va se préparer. Se préparer, ça veut dire par exemple, c'est qui mes prospects, c'est comment mon argu, je prépare mes outils. Donc là, dans cette étape de préparer, à quoi l'IA peut-elle nous servir? Et on va voir que c'est assez impressionnant, elle peut nous rendre de sacrés services. Deuxième étape de la vente, c'est contacter, faire le premier pas. Passer des coups de fil, envoyer des mails. Alors là, ça sera plus Olivier, ça sera plus ses retours d'expérience que les miens. On va voir que l'IA peut également servir à faire le premier pas et à contacter des prospects. Et on va voir comment. Donc ça sera beaucoup les retours d'expérience d'Olivier. Ensuite, la phase de comprendre, vous savez, c'est la phase où on s'intéresse aux besoins, aux attentes, aux rêves du prospect. Là encore, quelle est l'utilité de l'IA? On va voir, il y a notamment une fonctionnalité qui peut être intéressante. Et enfin, la dernière étape, celle qu'on préfère tous, signer. Quand on arrive au moment de la conclusion de la vente, ou pas loin, là encore, à quoi est-ce que l'IA peut nous servir? Et je partagerai avec vous une fonctionnalité de l'IA que j'ai trouvée particulièrement pertinente à ce moment-là. Enfin, on verra des points d'attention, parce que l'IA, c'est particulier, donc il y a des moments où il faut être attentif à ce qu'on fait avec. Et pour tout de suite faire peut-être un parallèle avec le monde bien réel, un parallèle qui n'appartient qu'à moi, c'est qu'on peut comparer l'IA à une espèce de collaborateur très étrange, qui est capable du meilleur
comme du pire. Et donc, c'est un collaborateur qu'il faut énormément contrôler parce qu'il ment avec un aplomb époustouflant. Donc, ça va faire gaffe. Et deuxième point, il y a carrément des sujets où l'IA est interdite, enfin, totalement inappropriée. Et peut-être dernière remarque, tout ce qu'on dit aujourd'hui, le 15 février, on est le 15, oui, à 9h, sera peut-être faux demain. C'est que ces outils progressent à une vitesse de dingue. C'est-à-dire que ce qu'on constate le 15 février n'est surtout pas une vérité qui peut durer longtemps. Peut-être que le 16 ou le 17 février, ça sera faux. Donc ne nous en voulez pas si demain, quand vous faites des tests avec ChatGPT, vous dites bah tiens, les deux cons là, ils ont dit n'importe quoi. Si c'était vrai aujourd'hui, demain, ça aura peut-être changé parce qu'ils évoluent à une vitesse hallucinante, ces outils. Voilà. C'est vrai qu'on avait l'habitude de dire... alors, moi, je travaille dans ce qu'on appelait à l'époque l'informatique depuis 25 ans. Le temps passe vite, mon cher Arnaud. Et à l'époque, c'est vrai qu'on disait, quand vous achetez un ordinateur dans un magasin, quand vous sortez du magasin, l'ordinateur, il est obsolète. Et ça n'a jamais été aussi vrai qu'aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, où vous allez voir, ça progresse à une allure assez incroyable. Même nous, on a du mal à suivre parfois. Et vous verrez, c'est intéressant, je trouve. Déjà, c'est bien parce que vous venez à ce type d'atelier, donc ça veut dire que le sujet vous intéresse et ça vous permet de commencer, entre guillemets, à vous acculturer au sujet. Mais c'est vraiment un sujet sur lequel je vous conseille vivement, en tant qu'entrepreneur, mais aussi en tant que humain, citoyen, parent. Je ne sais pas si vous avez des enfants. Moi, j'en parle beaucoup avec mes enfants. Mais je suis intimement convaincu que l'intelligence artificielle va révolutionner nos sociétés. Alors, je disais tout à l'heure avec Sylvie, on va parler vente et IA ce matin, mais si vraiment le sujet de l'IA vous intéresse, j'anime encore une conférence la semaine prochaine chez The Camp. Vous connaissez The Camp à Aix-en-Provence ? Voilà. Donc chez The Camp, on va vraiment faire une conférence avec Kevin Polizzi ensemble. C'est jeudi 22 à 19h, où justement on va vous montrer en quoi l'IA va révolutionner l'économie et nos sociétés dans les années qui viennent. Donc si ce sujet de l'IA vous intéresse, vous pouvez encore vous inscrire pour venir à The Camp la semaine prochaine. Voilà, je fais mon petit teaser, j'en profite. Mais c'est vrai que ce sont des sujets qui sont prégnants. Alors moi j'ai une intime conviction sur ces sujets liés à l'intelligence artificielle, c'est que on parle beaucoup effectivement du fait que l'IA pourrait à terme nous remplacer. Bon, je ne sais pas si on sera témoin de ça de notre vivant. En tout cas, moi, ce dont je suis intimement convaincu, c'est que vous ne serez pas remplacé par l'IA à court terme. En revanche, vous risquez d'être remplacé par ceux qui l'utilisent bien mieux que vous. Et en tant qu'entrepreneur, les expériences passées ne préjugent pas de ce qui va se passer demain. Mais en tant qu'entrepreneur, il faut effectivement, notre job, c'est de se projeter, de passer une grande partie de notre temps à imaginer l'entreprise de demain. Et là, clairement, on est face à un tsunami qui est en train d'arriver et qui va modifier de manière profonde la façon dont on travaille. Et donc ça, moi, c'est une conviction que j'ai, parce que on peut tous se tromper, je ne suis pas devin, mais ce n'est pas moi qui le dis. Quand vous discutez ou quand vous lisez les grands gourous de la tech, et ces gens-là, il faut bien comprendre, ils ont un agenda qui est bien plus grand que ce qu'on peut imaginer. Puis souvent, d'ailleurs, ce qu'ils disent ou ce qu'ils écrivent, ça ne correspond pas tout le temps à ce qu'ils ont au fond de leur pensée. Mais c'est vraiment des sujets profonds qui vont modifier de manière pérenne et profonde la société. J'adore cette courbe, j'adore ce schéma. À gauche, tout en bas, ce sont les années 2000. Le petit bonhomme que vous voyez à droite, c'est aujourd'hui, en 2024. Et donc la courbe, depuis les années 2000, c'est l'évolution de la technologie. On ne peut pas dire que depuis les années 2000, il n'y a pas eu quelques évolutions en termes de technologie. La courbe que vous voyez après le bonhomme, ça va être l'évolution de la technologie avec l'intelligence artificielle. Donc même, je pense que nos cerveaux ne sont pas câblés pour comprendre concrètement ce à quoi on a à faire face. Voilà. Donc déjà, première étape, s'intéresser au sujet,
bravo, vous êtes là, c'est bien. C'est déjà la première étape. Et puis après, l'idée, dans ce club avec Arnaud, c'est de voir comment on peut pouvoir commencer à l'utiliser. Alors, première question, qui utilise aujourd'hui de l'intelligence artificielle dans son activité? Qu'est-ce que vous utilisez? Vous faites quoi? Création d'images. Création d'images, ChatGPT, contenu. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui n'ont jamais entendu parler de ChatGPT? Non, mais ça peut. Il n'y a aucun jugement. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ne l'ont jamais utilisé ou très peu? Et est-ce qu'il y en a qui, en utilisant ChatGPT, se sont dit bon, finalement, ça marche pas très bien. Du coup, je passe à autre chose. Oui, on va le voir. Il y a des sujets où ChatGPT est navrante. Alors, je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille, remarque. Mais alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je trouve intéressant de redonner un peu de perspective, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, vous pouvez trouver plein de définitions. Moi, j'aime bien celle-là. On peut considérer ça comme une science qui rend les machines intelligentes. Les algorithmes, les logiciels d'intelligence artificielle, si je devais comparer à des logiciels traditionnels qu'on peut utiliser tous les jours, sont des logiciels qui apprennent d'eux-mêmes. Et l'IA, aujourd'hui, vous retrouvez de l'IA dans vos téléphones. Waze, par exemple, ce matin, il y avait des bouchons en venant à cet atelier. Peut-être qu'il vous a conseillé un itinéraire différent de l'itinéraire habituel. Ce sont des technologies basées à base d'intelligence artificielle parce qu'ils apprennent de la situation et du coup vous proposent des alternatives, sont capables de faire de la prédiction. Et donc, autour de l'intelligence artificielle, on va trouver trois grands usages. Vous avez tout ce qui tourne autour du langage. Donc, les technologies d'IA permettent, à travers le langage, de pouvoir générer du contenu. Vous l'utilisez avec ChatGPT, mais de pouvoir aussi interpréter des grandes masses de données basées sur le langage. Donc, il y a tout ce qui tourne autour du langage. Comme tu l'as dit, il y a tout ce qui tourne autour de la vision. Donc, ces capacités à pouvoir reconnaître et générer des images. C'est pas la génération, l'IA générative. C'est arrivé dans le domaine du grand public il n'y a pas longtemps, c'est assez nouveau, mais la reconnaissance faciale, on l'a dans nos téléphones depuis quelques années. Le gouvernement français, au milieu des années 2000, avait déjà expérimenté des solutions de reconnaissance faciale, notamment pour lutter contre les terroristes et reconnaître les émotions sur les visages. Donc ce sont des technologies qui sont pas nouvelles. Donc on a tout ce qui tourne autour du langage, autour de la vision, et puis les IA, ce sont des modèles qui sont basés sur des grandes masses de données. Et bien, ça permet également de faire de ce qu'on appelle de l'analyse prédictive. C'est là où c'est intéressant, c'est que basé sur des grandes masses de données, ben, ces solutions-là permettent effectivement de pouvoir générer des prédictions. Amazon, que tout le monde connaît, il y a une dizaine d'années, quand ils ont mis leur modèle prédictif en ligne sur leur site internet, ben c'est ce qui a fait littéralement décoller leurs ventes, parce qu'ils sont capables de vous proposer des produits que vous recherchez, des produits qui vous correspondent. S'il y en a parmi vous qui utilisent Netflix, qui regardent des séries sur Netflix, ben quand vous vous connectez sur Netflix, vous voyez, il y a un petit temps long au départ, et bim, comme par hasard, ils vous proposent le film ou la série qui correspond à vos... Donc c'est basé sur vos habitudes, et donc ce sont ces modèles prédictifs qui permettent effectivement de pouvoir vous proposer les meilleures solutions pour vous. Il y a aussi l'analyse de données, de tableaux, qui est intéressante. Moi j'ai balancé un fichier Excel au moment de le nettoyer, de m'en faire une analyse. Ça fonctionne pas trop mal aussi. Complètement. Donc sur les ChatGPT, c'est vraiment l'outil grand public et qui a permis effectivement de pouvoir connecter avec ces technologies. Sur l'outil ChatGPT, très rapidement, vous avez une version gratuite, qui était la version qui était sortie, et puis il y a une version payante. Alors il y a un monde entre les deux versions, la version gratuite et la version payante. Moi, je peux que vous encourager, et j'ai pas d'action sur ChatGPT, d'aller utiliser la version payante, parce que le modèle est beaucoup plus puissant que la version gratuite, d'une part, et permet surtout de pouvoir avoir un champ fonctionnel qui est beaucoup plus riche que sur la version gratuite, avec notamment de l'analyse de fichiers. Donc vous pouvez
dans la version payante de GPT-4, et Arnaud va vous en parler, pouvoir télécharger un fichier et analyser et travailler sur un fichier. Vous pouvez également générer du fichier. Vous pouvez lui demander génère-moi un fichier Excel avec des colonnes, etc. Il vous génère le fichier. Donc sur la version payante de GPT-4, vous avez comme ça plein de fonctionnalités. Vous avez la possibilité également, et ça c'est très intéressant puisque l'outil GPT-4 est un outil, le ChatGPT c'est un outil généraliste. Quand on est face à une feuille blanche, puis quand il faut commencer à parler, on dit qu'est-ce qu'on va lui raconter. Donc sur la version payante, vous avez également la possibilité de pouvoir vous créer vos propres robots, vos propres GPT, ils appellent ça, qui permet effectivement de pouvoir aller sur des sujets, si vous voulez par exemple avoir un GPT prêt à l'emploi pour la vente, pour rédiger des emails, etc. Vous pouvez le pré-programmer, puis après derrière, en appuyant sur un bouton, ça vous sort, ça vous génère le contenu associé. Tout ça pour vous dire que aller sur la version payante permet de bénéficier d'un modèle qui est à la fois beaucoup plus puissant, donc en termes de qualité de contenu, ça va être beaucoup plus performant. Et puis également, ça vous donne accès à des fonctionnalités supplémentaires que vous n'avez pas sur la version gratuite. Et comme tu le disais si bien, ça permet de toucher du doigt des applications qui, moi je trouve ça dingue, quoi. Je suis comme un gamin, je passe mon temps à m'émerveiller sur ces sujets-là. Donc, on n'est pas sur un atelier sur GPT-4 aujourd'hui. Là, vous avez un QR code. En scannant ce QR code, si vous le voulez, ça vous renvoie vers un document complet qui vous explique tout le fonctionnement de GPT-4 avec cette notion de prompt prêt à l'emploi. Voilà. Mais là, l'idée de l'atelier, c'était vraiment de faire un focus sur l'intelligence artificielle appliquée à la vente. Et encore une fois, si ces sujets purement de l'IA vous intéressent, on partage avec Arnaud ce document et on peut vous renvoyer vers d'autres supports. Alors Arnaud. Se préparer ? Se préparer. Alors, et juste pour compléter ce tour d'horizon généraliste, et c'était super intéressant Olivier, deux remarques complémentaires, ça décoiffe, mais les conférences de Laurent Alexandre sur le sujet de l'IA sont assez intéressantes. Ça décoiffe parce que il a des prises de position. Oui, et puis son bouquin l'IA à l'heure de la guerre des intelligences à l'heure de l'IA, parce qu'il avait écrit déjà son premier bouquin il y a 5 ans. Et lui, il fait l'exercice de se mouiller et de projeter le monde de demain avec l'intelligence artificielle. Alors après, on n'adhère pas à ces théories, mais en tout cas, ça apporte un éclairage, une vision. Je suis un peu dubitatif. Moi aussi, je suis un peu dubitatif, mais c'est hyper intéressant. Laurent Alexandre, ouais. Mais il y a notamment une très belle conférence de lui sur... Enfin, il y a plein de trucs de contenu sur YouTube notamment. Ça décoiffe un peu parce qu'il est... il a sur l'ensemble des sujets des prises de position tranchées. Mais c'est assez intéressant. Deuxième remarque généraliste dont on ne traitera pas aujourd'hui, le fait de créer des chats GPT privés est également une tendance qu'on voit sur des grandes entreprises en matière de service client et de réponse à des questions. Parce que quand vous avez une énorme base de données, par exemple, vous êtes un fabricant, vous avez pléthore de modes d'emploi, parce que vous avez vendu plein de produits, un chat GPT peut être très intéressant pour fournir un premier niveau de réponse. Et c'est les services fiscaux qui sont en train de développer un chat GPT privé sur le code fiscal pour assister les agents qui répondent aux citoyens sur des questions fiscales. Donc on trouve aussi cette tendance de j'ai une grosse base de données et je vais me créer un chat GPT privé qui répond en utilisant cette base de données propriétaire. Par exemple un code fiscal, par exemple des pléthores de modes d'emploi. Donc on a parlé des 3 grands cas d'usage liés à la technologie et ramenés à vos organisations. L'IA en fait va vous aider à gagner en productivité, clairement, à du coup pouvoir jouer sur le levier chiffre d'affaires avec notamment les modèles prédictifs. Arnaud a parlé également des chatbots. On a tous fait l'expérience en ligne d'un chatbot qui répond de manière maladroite. Maintenant, les chatbots sont entraînés grâce à ces technologies d'intelligence artificielle sur les données réelles de l'entreprise et qui donc permettent de pouvoir proposer une expérience client beaucoup plus fluide en ligne, là où elle était limitée auparavant. Donc,
En termes de chiffre d'affaires, c'est hyper intéressant. Et puis en termes d'innovation, moi c'est là où je suis vraiment bluffé. C'est-à-dire qu'en termes de créativité, aujourd'hui, ces technologies d'IA, elles battent tous les meilleurs élèves d'Harvard, de Stanford. Il y a plein de trucs qui ont été faits. Et donc en termes d'innovation, je ne sais pas comment vous l'utilisez, mais je peux que vous inviter, et on va en parler un petit peu ce matin, à vous challenger sur ces technologies, parce que quand on discute avec elles, franchement, sur des sujets dans votre zone de confort que vous maîtrisez, on arrive toujours à aller chercher de nouvelles bonnes idées. Donc en termes d'innovation aussi, ça devient très intéressant. Et on va voir quelques exemples avec Arnaud associés à la vente où il faut être créatif. Oui. Alors, se préparer. Donc, puisque c'est par là que ça démarre. Quand on prépare une démarche commerciale, on dit bon, on y va. Et la première question qu'on se pose, quand on se prépare, c'est les idées de cible. Qui je prospecte? J'ai une entreprise, je fabrique des gobelets en carton pour des cafés. Qui est-ce que j'aurais intérêt à prospecter? C'est souvent la première question qu'on se pose quand on est entrepreneur. Et bien là, c'est ce qui est spectaculaire. C'est que si vous... Alors le terme technique, c'est le prompt, c'est la requête. C'est ce que vous tapez dans la petite fenêtre de ChatGPT, il faut apprendre à poser des questions. Et là encore, pour refaire le parallèle, il faut imaginer que vous avez un collaborateur qui est complètement débile. Débile, complet. C'est qu'il ne connaît rien. Et donc, il faut tout lui dire dans la requête. Il n'y a aucune... Dans le management, on a appris à faire de l'implicite. Parce qu'on connaît le référentiel de l'autre, on apprend à se connaître. Donc, on a plein de communication implicite quand on se connaît bien. Ça ne marche pas toujours d'ailleurs. Là, il faut une communication ultra explicite. Donc le prompt, c'est, par exemple, je suis un réalisateur de vidéos. Je viens d'acheter un drone. Je suis parmi les premiers en France à l'avoir, qui est tout petit et qui permet de faire des films où on vole à l'intérieur des bâtiments. Le résultat de ces films est très spectaculaire. Donne-moi des cibles, des idées de cibles d'entreprise à prospecter. Je prends un exemple très, très réel que j'ai fait avec un client. J'ai été énervé par les résultats. Il avait tout juste. Toutes les idées étaient bonnes. Toutes les idées étaient pertinentes. Et là, on voit qu'il y a un vrai gain de productivité et qu'en revanche, le travail humain, il va rester. C'est-à-dire que l'étape d'après, ok, dans les idées de cible, il y a les musées. Par exemple, et oui, faire une visite aérienne à l'intérieur d'un musée, vous imaginez, ça va être génial. Oui, mais cette étape d'après, qui est de dire, ok, le musée, c'est bien, c'est pas bien, il y a combien de musées dans la région? Alors ça, il ne sait pas faire, hein, ChatGPT. Et le pire, ne lui posez pas la question, parce qu'il va vous répondre avec aplomb, il y a 34 musées à Gémenos. Il est capable de vous le dire. Hein. C'est faux. Il n'y en a pas 34 musées à Gémenos. Donc il est capable de vous le dire, en revanche. Hein, et vous dites, ah, putain, super, donne-moi leur numéro de téléphone. Alors ça, j'ai pas essayé, mais il serait peut-être capable de les inventer. Là, elle dit non. Bon. Ah, Saint RGPD, priez pour nous. Donc, il y a une blague très amusante. Les Américains inventent, les Chinois copient, et les Européens font des réglementations. Bonne répartition du monde. Donc, pour être plus sérieux, l'étape d'après, est-ce que les musées, c'est intéressant ou pas? Combien est-ce qu'il y en a dans la région? Est-ce que c'est une cible qui m'intéresse? Est-ce que leur cycle d'achat va être adapté à mon besoin de chiffre d'affaires le mois prochain? Ça, ce travail, il va pouvoir fait que par des humains. Mais en revanche, trouver des idées de cible, ChatGPT est très bonne. Deuxième étape, là encore, elle m'a bluffé. Préparer des objections que je peux rencontrer chez les prospects. Par exemple, je fais du conseil en développement commercial. Je m'adresse aux dirigeants de TPE et je les conseille pour développer encore plus vite leur chiffre d'affaires. Prépare-moi une liste d'objections que mes prospects pourraient émettre quand ils vont me rencontrer. Top. Elle pense à tout. T'applaudis des deux mains, je vois. Hein. Ah oui. Oui. Elle est très forte. Préparer des listes d'objections, génial. Et ça, en termes de préparation,
C'est fondamental quand on est commercial, quand on va se livrer à une démarche commerciale. Léonard de Vinci disait déjà, ne pas prévoir, c'est déjà gémir. Ne pas préparer les objections qu'on va rencontrer sur le terrain et par voie de conséquence, les réponses. Et on y reviendra d'ailleurs. Mais préparer des idées, des listes d'objections, ChatGPT est très fort pour ça. Ensuite, préparer alors des éléments d'argumentation. Des éléments. Par exemple, j'ai développé un logiciel où les données sont cryptées par la technologie SSL, comment ça s'appelait de mémoire, SSL 256. Ah mince, j'espérais que désespérément tu viennes à mon aide. Bon, mes données sont cryptées par telle technologie. Ok, prépare-moi un résumé en 300 mots des avantages de cette technologie. Prépare-moi un argumentaire avec des éléments de preuve qui indiquent que cette technologie, elle est fiable. Donc là, je l'ai fait avec un sachant. On l'a testé. Il m'a dit, j'ai rien à redire. C'est bien fait, c'est bien écrit, c'est clair, c'est concis. Et j'ai tout. Donc préparer des éléments d'argumentation, ça peut être intéressant. Pour compléter le propos d'Arnaud, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans ces modèles d'IA, ils ont tous les modèles, notamment commerciaux, marketing, en stock. Ils ont tous les modèles en stock. Donc l'enjeu, c'est comment aller chercher le modèle. Un exemple. Arnaud vous parle d'argumentation. Vous pouvez très bien dire et demander à l'intelligence artificielle, je veux que tu me livres cette argumentation sous forme de tableau avec 3 colonnes, caractéristiques, avantages, bénéfices clients. Et là, en lui demandant de fournir le résultat sous cette forme-là, vous avez, mais littéralement, comme Arnaud vous l'a dit, en quelques secondes, un tableau prêt à l'emploi des caractéristiques de votre produit ou votre service, de ses avantages et de ses bénéfices pour le client. Alors, juste à l'heure actuelle, là où il faut, dès lors qu'on est sur de la production de contenu, il faut vraiment y aller avec des pincettes. Parce que la production de contenu, elle est très inégale. C'est-à-dire que par moment, c'est très pertinent, par moment, c'est affligeant. Et donc, il faut toujours vraiment relire. C'est-à-dire que vraiment, il faut que vous ayez en tête, vous avez un collaborateur qui est débile, capable du meilleur comme du pire, imprévisible. C'est un autiste, un peu. Il est génial et parfois un peu imprévisible. Je ne m'aventurerai pas sur ce terrain glissant, mais au moins un débile, voilà, je ne prends pas de risque. Il est débile, imprévisible, ingérable, et donc il faut le contrôler en permanence. Voilà, ne vous laissez pas leurrer par ces moments de génie. Le lendemain ou une seconde plus tard, il peut faire n'importe quoi. Donc vraiment contrôlez-le, notamment en production de contenu. Et enfin, dernier élément de préparation, on peut créer, et ce diaporama en est un exemple, une série d'images d'illustrations. Je trouve que c'est bluffant. Là, typiquement, c'est vraiment un sujet où il y a un gain de temps de dingue. Moi, j'ai longtemps vécu avec les banques d'images. J'écrivais un article de blog, je me grattais la tête, je me dis tiens, qu'est-ce qui serait marrant pour illustrer cet article? Et je partais sur les banques d'images. Et là, je disais à ma femme, prépare-moi de quoi manger. Je pars sur la banque d'images. Je reviens dans 2-3 jours. Parce qu'on a tous vécu que c'était vraiment un endroit où on pouvait perdre un temps de dingue. Là, ce qu'il y a de incroyable avec ChatGPT, c'est que vous écrivez bien votre brief. Et tiens, par exemple, tiens, je l'ai fait pour ma femme d'ailleurs. J'ai dit tiens, crée-moi une image. C'est pour illustrer l'article d'un blog d'une avocate. On traite de l'indemnisation des victimes dans un accident de taxi. Je vais écrire tout ça. J'ai même pas eu le temps de boire un café. Boum. La première était la bonne. C'est bluffant. Sa capacité à créer des images, toutes les images de transition sur les slides de ce diaporama, elles ont été créées comme ça. Donc là, il y a un vrai gain de productivité.
Il y a une vraie zone d'ombre sur les droits de ces images. Je n'ai pas creusé. Mais ça, je l'ai pas vérifié. Moi, je me demandais si j'avais le droit d'utiliser ce qu'il me proposait. Tu l'as demandé directement? Dans la mesure où ça n'existait pas encore et que ça sort de là, tant que ça n'a pas été... tant que c'est pas sorti ailleurs, j'ai le droit d'utiliser. Tant que ça n'avait pas été protégé ailleurs. Lui, il répond qu'il n'a pas de droit sur ce qu'il donne comme information, ou comme idée, ou comme image. Ok. Moi, je lui ai demandé pas vraiment des images libres de droit. Vraiment une image libre de droit. Alors, attention à cette expression libre de droit ne veut pas dire qu'on peut l'utiliser. En fait, il faudrait un juriste en pays là, pour bien nous éclaircir, mais libre de droit ne veut pas dire qu'on fait exactement ce qu'on veut avec. Mais... Là, tout ce qu'on évoque au niveau des images, c'est 4. Ouais, c'est 4. Dans la version payante, la version 4, ils ont intégré DALL-E, qui est leur générateur d'images, et à partir duquel tu peux effectivement générer des images. Arnaud a généré pour la présentation ces images directement à partir de la version 4. Et après, il y a d'autres outils de générateur d'images. Il y a Midjourney, qui est a priori celui qui est le plus performant. Et vous pouvez vous avez le générateur d'images sur Bing également, le moteur de Microsoft. Donc il y a plein d'outils qui existent. Et puis vous avez après, il y a plein de logiciels. C'est qu'on n'en parle pas, mais vous allez trouver plein de logiciels qui intègrent ces technologies. Et le but d'un logiciel, c'est d'avoir une tâche bien spécifique. Si on parle du sujet des images, notamment tout ce qui touche autour de la charte graphique, faire des logos, etc. Vous avez des outils aujourd'hui qui existent et qui vous permettent, mais littéralement, de pouvoir faire des logos, une charte graphique en quelques minutes à partir d'un simple prompt. C'est assez impressionnant. Moi, je pense notamment à Luca, L2OKA, qui permet, vous avez un projet, vous voulez une petite charte graphique pour démarrer votre projet, etc. Pas forcément faire appel à un professionnel, vous allez sur Luca, faites le test. C'est assez bluffant de voir le rendu que vous allez avoir en termes de charte graphique, un boulot qui, auparavant, prenait pour un graphiste plusieurs jours. Ouais, donc ça, ce sont des outils qui intègrent ces technologies d'intelligence artificielle, mais dans un but bien précis. En l'occurrence ici, faire une charte graphique. Qu'est-ce que ça coûte, ChatGPT 4 c'est pas honnêtement, c'est $20 par mois, quoi. Pour $20 par mois, tu as accès à un génie. Ah non, pardon, un débile. Au choix. Olivier, j'ai utilisé aussi Gamma. Gamma, je connais pas. GAMA GA2MA. GA2MA. Ça, c'est une lessive. Non, avec Gamma. Ouais, il Oui. vous fait une présentation PowerPoint. Ah oui, pour la PowerPoint. Mais Ouais. je croyais que j'étais bloqué sur la charte graphique. PowerPoint qui est hyper bluffante. Oui, alors effectivement, générer des PowerPoint, vous allez pouvoir utiliser l'intelligence artificielle. Moi, j'ai ma femme qui travaille chez The Camp et qui donne des cours. C'est pour ça. Non, mais donc ma femme travaille chez The Camp et cette année, petite anecdote, mais c'est assez incroyable, elle donne des cours dans un BTS sur l'événementiel. Et 2 jours avant, elle se réveille, elle me dit « Oh, mon Dieu, c'est jeudi matin, je me suis trompé, je pensais que c'était la semaine prochaine que j'avais mon cours au BTS. J'ai rien préparé. Tu peux pas m'aider à préparer ma présentation pour animer mon cours ?» J'ai dit « Pas de problème. » on était dans le lit, j'ai ouvert mon ordinateur, j'ai envoyé, mais littéralement, 3-4 prompts sur ChatGPT. Il m'a sorti toute la structure des cours en 7 slides. Je lui ai montré, j'ai dit, ça te va? Oui. J'ai appuyé sur un bouton et ça vous sort le PowerPoint prêt à l'emploi. Pardon? Mais du coup, on a pu rester dans le lit, ça a pris 10 minutes. Voilà. Alors après, on va pas se mentir, elle a retouché, elle a porté sa patte. Mais ce que je veux pas, c'est que 80% du taf, il était fait. 80% du boulot. Et par expérience, quand vous commencez à bien maîtriser ces technologies, 80% du taf, il est fait. Et après, c'est à vous d'apporter vos correctifs, votre patte, etc. Voilà. Et là, ça devient vraiment très intéressant. Voilà pour cette première étape, se préparer, voilà, en tous les cas à aujourd'hui, quelques applications concrètes dont on peut utiliser l'IA pour se préparer. Alors contacter, là, c'est plutôt ton retour d'expérience. Moi, je n'utilise pas là, pour cette étape. Oui, petit coup de zapette. Contacter.
Encore une fois, ce qui fonctionne très très bien, et nous on le teste, alors déjà moi je le teste, tout ce que je vous raconte, je suis hyper à l'aise, parce que moi je le teste pour moi dans mon agence, bien évidemment, et puis surtout on le teste avec nos clients. Donc ça c'est intéressant de partager ça ensemble sur, encore une fois, ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins bien. Quand on fait du digital, quand on veut utiliser le digital pour développer son activité, on travaille toujours sur 2 pieds, si je puis me permettre. Le premier, c'est d'abord de bien définir sa stratégie, ses objectifs. C'est ce qu'Arnaud vous a expliqué avec tout ce qui concerne la préparation. Et puis après, pour accélérer, il faut utiliser des outils. Voilà. Et il faut pouvoir choisir, entre guillemets, le ou les bons outils qui vont vous permettre d'exécuter votre stratégie digitale. Alors, appliquer à la vente sur la phase de contacter, ce qui marche bien, ce que j'aime bien faire, là où auparavant, c'est vrai que ça nécessitait quand même pas mal de travail. Il y a un modèle de vente que j'aime bien utiliser qui s'appelle le SONCAS. Ça vous parle à tous, le SONCAS. Le SONCAS, sécurité, orgueil, nouveauté, confort, argent, sympathie, c'est une technique de vente qui permet de pouvoir adapter à la fois son argumentaire et son discours aux différents profils comportementaux de vos acheteurs. Si je prends l'exemple du S, la sécurité, vous allez avoir des profils d'acheteurs qu'il va falloir plutôt rassurer parce qu'ils ne veulent pas prendre de risques dans le choix du prestataire. Il y en a que vous allez plutôt aller pouvoir titiller sur l'orgueil. Donc on va plutôt jouer sur son orgueil, etc. Parce que vous savez qu'il est plutôt sensible à ça, etc. etc. Donc sécurité, orgueil, nouveauté, ça va être les early adopters, les geeks, etc. Il y en a qui sont sur l'argent, bref. Vous avez compris le principe. Donc le SONCAS, c'est un modèle de vente historique. Il en existe d'autres. Mais ce qui est intéressant avec ChatGPT, c'est que vous pouvez du coup vous faire votre propre SONCAS assez rapidement, finalement, livré sous forme de tableau. Mais c'est aussi, je trouve, un super outil en termes de communication. Et donc, quand vous allez faire de la prospection digitale, c'est une prospection écrite. Les mots MOTS ont leur importance. Et donc, quand vous allez prospecter sur vos cibles, vous ne savez pas, vous, quel type comportemental l'acheteur qui va lire votre email est. Donc, pour pouvoir, du coup, adapter vos différentes communications aux différents profils comportementaux de vos acheteurs, un SONCAS peut vous aider à, du coup, travailler votre copywriting. Donc ça, je trouve ça, pour le coup, intéressant. Et donc, vous allez pouvoir utiliser l'intelligence artificielle pour à la fois faire coller vos emails aux différents profils comportementaux de vos acheteurs, mais aussi pour vous aider à rédiger vos emails de prospection. Je ne sais pas si vous avez déjà rédigé des emails de prospection, mais c'est tout un art, le copywriting. Et là aussi, je vois qu'il y en a qui sourient. Là aussi, l'outil vous permet de gagner énormément de temps en vous fournissant déjà une bonne base sur laquelle après vous allez pouvoir apporter votre patte, votre touche, votre sensibilité, bien évidemment. Arnaud en a parlé, mais vous pouvez également, une fois que vous avez affiné le modèle, créer votre propre robot, votre propre GPT personnalisé qui vous permettra, une fois le modèle affiné, de pouvoir dupliquer et d'aller beaucoup plus vite sur la génération d'emails. Donc dans la préparation, dans la construction de votre stratégie et dans la rédaction littérale d'email, honnêtement, comme Arnaud, j'applaudis dès demain. Ça fait un travail qui est vraiment très 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 intéressant. Et une fois qu'on a fait ce travail-là, je m'assèche vite, donc je peux de l'eau. Une fois qu'on a fait ce travail-là, après l'idée c'est d'aller utiliser des outils. Et là, franchement, aujourd'hui, vous avez des outils qui sont de prospection, qui sont dopés et enrichis grâce à l'intelligence artificielle. Alors on a fait une conférence il y a 2 jours. On parlait d'un outil, mais il en existe plusieurs. L'idée, c'est quoi? C'est que ces outils de prospection, ils vont vous permettre de pouvoir, de manière automatisée et en même temps très ciblée, d'envoyer ces emails aux personnes que vous considérez intéressantes pour votre activité. Et en quoi l'IA vous aide dans cette activité-là? Je vais vous prendre un exemple. Vous connaissez tous LinkedIn.
Voilà. Quand vous voulez prospecter à partir de LinkedIn, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est d'aller scraper de manière bête et méchante les emails que vous allez trouver en accès libre sur LinkedIn, parce qu'on peut tomber du coup sur des emails personnels. Si vous tombez sur des emails personnels, on s'expose potentiellement à des sanctions de la RGPD. Bon. Et ça, je vous en parle parce que ça, c'est un classique qu'on retrouve de venir scraper bête et méchant de la data directement sur LinkedIn. Donc, ce que font ces outils dopés à base d'intelligence artificielle, c'est qu'ils vont, oui, utiliser LinkedIn. Ils vont récupérer un nom, un prénom. Ils vont récupérer une entreprise, une activité. Et à partir de là, ces algorithmes qui ont été entraînés vont être capables de reconstituer des bases email professionnelles. Et donc, du coup, de vous fournir des fichiers de prospection qui sont, un, à la fois à jour, et deux, surtout, conformes au RGPD, pour que vous puissiez délivrer de la meilleure des façons vos fameux emails de prospection, qui sont top du top, parce que vous avez fait grâce à l'intelligence artificielle. Donc, ces outils de prospection permettent à la fois de pouvoir venir récupérer de la donnée, vous générer des fichiers, et puis envoyer des scénarios d'email. Ça vous permet également d'attribuer ce qu'on appelle un scoring, donc ça va scorer vos prospects. Il a ouvert, il n'a pas ouvert, il a lu tous mes emails, il les a pas eu, donc ça vous donne une note. Et donc l'outil, en scorant ses prospects, vous donne des indicateurs quant à la fiabilité des prospects et le niveau d'intérêt, surtout, de ces prospects. Et ces indicateurs vous permettent à ces outils de pouvoir vous dire, attention, là, tu as un prospect qui est hyper intéressant, il faut le rappeler. Donc là... Ça score les mails aussi. Ça score les mails, mais oui, ça score les mails. Ça score le mail, et ça vous donne tous ces indicateurs-là qui vous permettent de pouvoir, vous, en tant que commercial, de pouvoir recevoir des alertes. Là, je vous donne un exemple, c'est une copie d'écran du logiciel concerné. Donc, le logiciel vous donne un rendu sur les différentes étapes dans lesquelles se trouve votre prospect. Il va même jusqu'à vous dire, attention, là, il va falloir rappeler tel et tel prospect. Là, excuse-moi, tu as programmé, tu as fait un GPT privé, c'est ça, ou c'est de base ça peut... Alors, on va utiliser GPT-4 pour pouvoir construire votre stratégie et construire vos emails. Donc ça, c'est une première chose. Et ensuite, on va utiliser des logiciels qui intègrent cette technologie d'intelligence artificielle. Et ce sont ces logiciels que vous allez utiliser pour animer votre prospection commerciale. Et dans ces logiciels, ils ont des algorithmes à base d'intelligence artificielle qui leur permettent d'apprendre d'abord de vos séquences de prospection, de la manière dont vont réagir et scorer les emails, bien évidemment. Et puis surtout, ces logiciels, en amont, on prenait l'exemple de LinkedIn, se servent de la data que vous allez retrouver sur LinkedIn pour après enrichir la donnée et vous générer des listes d'emails professionnelles et fiables. Donc ça, le logiciel, ça coûte combien ? Alors, il y a différents logiciels qui existent. Là, en l'occurrence, vous avez une copie d'écran d'un logiciel qui s'appelle Magie. Non, ça ne coûte pas très cher. Quelques centaines d'euros, à partir de quelques centaines d'euros par mois, 300, 350 euros par mois, vous avez accès à ces solutions ce sont des logiciels tout en un qui permettent à la fois de venir récupérer de la data, vous générer vos cibles, créer vos emails, envoyer les scénarios, scorer vos scénarios et vous donner de la matière de personnes à relancer. En fait, le principe de cet outil-là qu'évoque, sans le nommer, mais on peut le nommer, c'est Magilid. Le principe de l'outil, c'est que, par exemple, votre cible, ce sont, je ne sais pas moi, les directeurs administratifs et financiers, les DAF. Donc, ça, on l'a tous fait, nous, à la main. On dit, LinkedIn, sors-moi tous les DAF d'entreprises de tel secteur d'activité, parce que vous adorez le secteur d'activité des, je sais pas moi, de l'industrie, peu importe, des entreprises de la région. Ça, on l'a tous fait, nous, à la Mimine. Cet outil va le faire de manière automatique. Et la deuxième chose qui est intelligente qu'il va faire de manière automatique, c'est que souvent, même le DAF, quand il a créé son profil LinkedIn, comme c'est son profil LinkedIn à lui,
il n'a pas utilisé son adresse email pro. Il a utilisé son adresse email Wanadoo, par exemple, si c'est une personne âgée. Donc il a son adresse Wanadoo et il y tient comme à la prunelle de ses yeux. Or, c'est pas terrible de lui écrire sur son adresse email Wanadoo. C'est pas très compliant. Et là, ce que fait Majid, c'est qu'il dit bon ben Octave Durand, qui est DAF chez Provétique, je vais chercher automatiquement la structure de son adresse mail et je découvre que c'est o.durand@provétique.fr. Et c'est ça qu'on va intégrer dans l'outil, qui vous permet, et donc dès lors que c'est une adresse pro, vous avez le droit d'envoyer un email non sollicité, puisque c'est une adresse professionnelle. Donc ça, c'est un intérêt important de ces atouts, de ces outils, parce que ça, jusqu'alors, ça a été un travail de fourmi qui prenait un temps de dingue. Donc ça a été fait automatiquement. Et automatiquement, cet outil, sur la base de, par exemple, d'une plaquette, d'un site web, d'un argumentaire, va construire des emails, des textes. Bon, c'est là où je suis plus dubitatif. Construit des textes, les envoie, pousse ces emails et apprend des taux d'ouverture, des taux de réaction. Et dit, bah, tiens, ce type de message, ce type d'argument, ça marche mieux. Donc on va plutôt dire qu'on est comme ci, comme ça, plutôt que comme ci, comme ça. J'ai une question. Ouais, il y a une question par rapport à ça. Il y a de plus en plus d'entreprises qui utilisent des logiciels type Mail in Black pour justement limiter tous les mails entrants. Comment sur une campagne d'emailing vous arrivez à accéder au contact si justement il a ce genre d'outil? C'est une très bonne question, c'est une excellente question. Les emails qui partent, ils partent d'un domaine, d'un vrai domaine. Donc imaginons, on prend l'exemple d'un commercial dans une entreprise, ben, il va prospecter à partir de son adresse email dédiée à la prospection. D'accord. Quand il va arriver face à un Mail in Black ou autre, il reçoit un message. Donc là, effectivement, il y a une action manuelle, si on veut que le message passe, d'aller s'authentifier pour qu'ensuite les autres messages continuent de pouvoir franchir le Mail in Black. Une séquence de prospection, c'est pas un email. C'est plusieurs emails. Il y a l'email numéro 1, il y a la relance, etc. Tant qu'on vous a pas dit stop, tant qu'on vous a pas dit non, il faut aller chercher le non, on continue. Bon, parce qu'il y a vous avez plein de prospects qui sont pas intéressés maintenant, mais qui potentiellement pourront être intéressés plus tard. Je vous apprends rien. Bon. Donc, comme on n'est pas sur du mass mailing, on est vraiment sur de la prospection ciblée, voilà, automatisée quand je dis, à une bonne échelle, hein, d'accord. On sait faire partir jusqu'à 50, 80 emails tous les jours à poste de prospect. Donc là, effectivement, sur cette partie-là, il y a encore une action manuelle, exactement, et pour passer le barrage, mais ce qui du coup ouvre la porte aux emails qui vont suivre. Puisqu'en fait, contrairement aux outils type envoi de newsletter, enfin, et encore que envoi de mailing en très grande masse, c'est ce qu'on appelle du drip, c'est-à-dire c'est du goutte à goutte. Et en fait, l'outil envoie avec votre adresse email. Et donc, vous recevez directement les réponses. Et par exemple, la réponse de Mail in Black, ben, vous la recevez dans votre boîte aux lettres. Et donc, vous tapez le petit mot de couleur dans le nuage. Puisque ça, ChatGPT n'arrive pas à le faire. J'ai fait un webinaire il y a 2 jours avec l'éditeur. Si vous allez sur mon profil LinkedIn, vous retrouvez la séquence où on vous explique, on rentre dans l'outil, on vous explique de manière très opérationnelle comment fonctionne l'outil. Encore une fois, j'ai pas d'action chez cet éditeur-là, mais force est de constater qu'aujourd'hui, en francophonie, pour moi, aujourd'hui, c'est un des logiciels les plus aboutis en prospection digitale. Encore une fois, quand on vous disait on ne sera pas remplacé par l'IA, mais par ceux qui l'utilisent mieux que vous, clairement, aujourd'hui, en prospection commerciale 2024, on n'a jamais eu autant d'outils à notre disposition pour pouvoir faire une tâche qui est, on va en convenir ensemble, est assez ingrate, la prospection dans le dur. C'est vraiment c'est le caillou dans la chaussure des commerciaux. Et donc, voyez ces outils-là comme vraiment non seulement une aide, un accélérateur, et c'est un icebreaker, hein. Ça ne va pas faire la vente à votre place. Mais ce qui permet d'initier le premier niveau de contact, le premier niveau d'intérêt. Puis après, c'est à vous de prendre le relais avec votre talent commercial pour continuer à enchaîner.
Qu'est-ce qui va différencier deux concurrents qui utilisent le même genre de logiciel pour les mêmes cibles au même moment? Est-ce qu'il va dire, alors attends, est-ce qu'il va différencier deux concurrents? Qu'est-ce qui va je suis l'acheteur, je suis le client cible. Oui. Qu'est-ce qui va différencier Oui. deux messages qui viennent de deux concurrents à peu près au même moment avec les mêmes outils? D'accord. Selon toi? Je les mets tous les deux à la poubelle. Et puis... D'accord. Eh ben, c'est le copywriting. Le copywriting, et tu regarderas si ça t'intéresse le webinaire où on partage des astuces sur l'objet de mail. Si tout le monde utilise l'IA. Après, si non. Alors, qu'est-ce qui différencie quand tu appelles un prospect, vous êtes deux à appeler le prospect, vous racontez la même chose, on rentre dans la différenciation. Donc il y a des techniques de copywriting qui permettent effectivement de jouer sur ta sensibilité, la curiosité, l'humour. Par exemple, en prospection téléphonique, je parle sous le respect du maître, mais moi, quand je faisais de la prospection en dur, et en effet, j'ai travaillé 6 ans dans une boîte américaine en tant qu'ingénieur commercial, quand j'appelais des DSI, c'était mes cibles, je dis, je vous préviens, mauvaise nouvelle, c'est un appel de prospection téléphonique. Voilà. Vous avez 30 secondes, on y va? Et le mec, il rigolait. Allez, c'est bon, je vous écoute, on y va. Voilà. Mais personne ne faisait ça. Voilà. Donc, l'IA, je ne suis pas en train de vous dire qu'on va faire tous les mêmes messages. Je suis en train de vous dire, c'est de construire des messages personnalisés qui vous correspondent. Si vous avez travaillé votre son casse, vous êtes plus malin que les autres. Voilà. Et après, c'est le 80% du taf, il est fait. Et c'est après à vous d'aller apporter votre patte, votre sensibilité, d'aller sur les territoires sur lesquels vous êtes à l'aise et qui vous correspondent. Et encore heureux qu'on est tous différents, qu'on a tous sa singularité et qui permettent de pouvoir se différencier, bien évidemment. Voilà. Mais forcément, si on fait tous les mêmes messages, etc., je suis entièrement d'accord avec toi. Mais c'est pas ce qu'on vous propose ici. Voilà. L'outil, c'est le véhicule. Sinon, il y a le dessous de table aussi. Ça différencie. Les montants qu'il faut donner. Des oranges. Tu me donnes des oranges, c'est bon. Il y a plein de questions, de toute façon, auxquelles on n'a pas réponse. Est-ce que le vieil adage « l'outil n'est rien sans la main de l'homme », j'espère qu'il va rester vrai. Je pense que ça reste que des outils. Et c'est-à-dire que le piège de l'outil, c'est de lui laisser la place. Mais on a des âges différents, mais on a vécu quand même l'arrivée d'outils. Tu évoquais PowerPoint. Moi, j'ai commencé à travailler, PowerPoint n'existait pas. Du tout. Tu as toujours ton adresse Wanadoo? Je n'ai plus mon adresse Wanadoo. Tu as vécu sans PowerPoint? J'ai vécu sans PowerPoint. Oh, t'es plus vieux que moi. Je suis plus vieux que toi. Carrément. Et on faisait des transparents qu'on mettait sur des vidéos, sur des rétroprojecteurs. On a connu ça aussi. Et puis un beau jour est arrivé PowerPoint. Et PowerPoint, il y a eu plein d'articles il y a 15 ans, à peu près 15-20 ans, pour dénoncer PowerPoint et l'appauvrissement de la pensée que générait PowerPoint, notamment au sein de l'armée américaine, qui utilisait a priori abondamment PowerPoint pour sa communication interne, pour ses réunions, et ça avait conduit à un appauvrissement de la pensée, parce qu'on avait des gens qui passaient leur temps à faire des jolis slides avec des bullet points, et on produisait des PowerPoint vides de sens, creux, et on se retrouvait avec des réunions chiantes comme la mort, avec des gens qui avaient confondu PowerPoint, par exemple, avec un diaporama, avec un prompteur, avec des slides que l'on lit, alors que ça doit être un support de prise de parole. Il y a même eu la fainéantise ultime qui est de dire je conçois un PowerPoint que je peux laisser à la fin. Ça, c'est la pire bouse qu'on puisse produire. Donc finalement, le piège qui nous guette, c'est celui qui nous guette, mais depuis le début de l'humanité, c'est la fainéantise. En fait, si on est feignant, on va produire de la bouse qui sera produite par ChatGPT, qu'on n'aura pas relue, et que l'on diffusera telle de la bouse, et nos prospects diront pourquoi je reçois de la bouse, je vais la jeter dans mon jardin, et ça provoquera rien. Et finalement, le marché sanctionnera, les mauvais finiront en bouse, et puis les meilleurs sortiront de l'eau. Et donc il faut continuer de bosser. Le piège, c'est de se dire c'est super, le truc fait le travail à ma place. Pas du tout. Ce truc-là fait une partie du travail, et toute mon intelligence, mon savoir-faire, mon amour doivent rester là où il y a le plus de valeur. C'est ça, en fait. Et voilà comment ils vont se différencier, je pense.
Et typiquement, dans cette phase comprendre, ça y est, on a décroché le rendez-vous. On va voir le prospect. On a mis notre plus belle tenue, on a notre petit cœur qui bat la chamade, et on écoute ses besoins. Ben là, grosso modo, vous allez voir, il n'y a pas grand-chose sur la slide, parce que l'IA ne va pas nous servir à grand-chose. Donc là, c'est notre intelligence humaine, notre cœur, notre empathie, qui doit remplacer ça. Alors, tiens, il y a un moment intéressant dans une interview de Laurent Alexandre, qui est à la base médecin. Il est surpris parce que l'IA est capable d'avoir plus d'empathie qu'un médecin. Mais j'ai envie de lui dire, mais même un four à micro-ondes a déjà plus d'empathie qu'un médecin. Mais comme il est médecin, ça le surprend. Donc normalement, un humain pas médecin, c'est-à-dire un type, quelqu'un normal, a de l'empathie et il a une capacité à comprendre les besoins infiniment plus élevée. Le seul truc dans lequel ça va nous servir potentiellement, c'est si vous faites des rendez-vous en visio, vous pouvez inviter une IA dans votre visio. Alors il y a un petit côté intrusif parce qu'elle est là, elle fait partie des participants et elle capte tout. Et elle est capable de vous faire un résumé du rendez-vous. Vous savez, ce fameux mail que normalement on envoie dans les 12 heures qui suivent un premier rendez-vous, parfois on a un peu du mal à l'écrire, ben là l'IA pourrait nous aider à l'écrire, ou au moins nous faire un premier jet, qu'on va relire quand même, parce qu'elle est capable de nous écrire de sacrées conneries, une nouvelle fois. Mais voilà, dans cette phase de comprendre, moi franchement, c'est la seule fonctionnalité que j'ai trouvée qui pouvait nous servir. C'est quoi l'outil là? Alors, sur les rendez-vous en visio, il y a pléthore d'outils. Moi, je vous en conseille un qui, franchement, marche super bien. Ça s'appelle Nuta, N2OTA. Nuta, c'est un outil qui vous permet, quand vous lancez votre visio, d'enregistrer la visio et de vous faire un transcript de votre rendez-vous commercial. Honnêtement, c'est génial à plein d'égards. Moi, je l'utilise énormément. On fait de plus en plus de visio. Bien sûr qu'on a encore des rendez-vous physiques, mais force est de constater que depuis maintenant 4 ans, on fait de plus en plus de visio. Et ce que je me suis aperçu avec ces outils de retranscription, c'est que ça permet, si vous travaillez dans une organisation où vous êtes plusieurs et vous avez un doute sur une réunion, ben vous avez potentiellement le transcript qui peut aider un collaborateur à mieux comprendre ce qui s'est passé pendant la réunion. L'outil fonctionne très bien pour vous en note de synthèse. Je ne sais pas comment vous gérez vos prospects, et notamment quand vous avez des cycles de vente qui sont plus ou moins longs, d'avoir un transcript au mot près, je trouve ça hyper intéressant. Vous avez forcément les fonctions de résumé et, comme le disait Arnaud, à relire. Ça, par contre, c'est à relire. Quand vous avez un mail qui part derrière, là, forcément, il est à relire et à réadapter. Mais ces fonctions de transcript grâce à l'intelligence artificielle, c'est une vraie valeur ajoutée quand on fait ce métier de commercial où c'est une affaire de détail, la vente. C'est beaucoup de psychologie. Parfois, c'est un mot qui nous a échappé ou un mot qu'on a mal entendu, voire pas entendu. C'est souvent une affaire de détail. Et donc, en ça, c'est une aide très, très intéressante. Nuta, aujourd'hui, pour moi, c'est le meilleur outil du marché sur ce registre-là. Après, vous avez la fonction intégrée de Zoom aussi avec le compagnon IA, mais je trouve que le rendu est un peu moins intéressant. Mais sur Nuta, il faut automatiquement que ce soit un enregistrement d'un Teams, par exemple. C'est plugué, exactement. Quand tu lances ta réunion, lui, il se déclenche. Le client ne voit rien. Voilà. À l'inverse, d'autres outils de parler Arnaud comme Auto, tu faisais référence à Auto, je crois, non? Auto.ai. Ouais. Comme un membre de la réunion. Auto.ai, c'est un autre outil qui, en fait, fait la réunion à votre place. Non mais, il vient à la réunion. Moi, chez WSI, on est une dizaine d'agences en France. Donc on fait des réunions tous les mois en Zoom, etc. Et parfois, il y en a qui disent « Ah tiens, j'ai Otto aujourd'hui qui est avec nous, super, sympa, Gabor. » J'ai un confrère qui est en Suisse, Gabor. Et lui, la technologie, c'est son truc, mais vraiment, il est à fond là-dedans. Et souvent, il nous envoie Otto. Et en fait, bon, ok, on se vexe pas. Mais lui, derrière, quand il récupère la réunion, il récupère le trans, etc. Mais Otto vient participer à la réunion. Voilà. Le Nuta, c'est un peu différent. Où vous faites votre réunion, c'est plugué, il se lance, et puis après, vous récupérez tout le jus de la réunion. Est-ce que c'est légal?
d'enregistrer sans prévenir l'interlocuteur? Alors quand vous faites un Zoom, moi j'enregistre tous mes Zooms, je demande toujours l'aval de mon... Bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, si vous utilisez Zoom, parce que moi j'utilise Zoom, je connais moins bien Teams, mais quand l'enregistrement est lancé, quand la personne rentre dans la réunion, il est prévenu ou elle est prévenue que l'enregistrement se déclenche. Voilà. C'est vraiment rentré dans les mœurs. Il y a un outil natif sur Zoom qui retranscrit. En fait, sur Zoom, en fonction de votre abonnement, vous pouvez déclencher ce qu'ils appellent le compagnon IA. Donc quand vous... Il existe l'équivalent chez Teams ou ça n'existe que chez forcément, avec Copilot, il y a forcément l'équivalent chez Teams. Évidemment, je ne le connais pas, je ne suis pas utilisateur de Teams, mais chez Zoom, vous avez le compagnon IA. Donc quand vous lancez la réunion, vous activez le compagnon, si votre abonnement le permet, et il va faire derrière les mêmes fonctionnalités d'enregistrement, de retranscription. Vous recevez un mail automatique tout de suite avec le synthèse de la réunion. C'est aussi bien foutu sur Zoom, parce que vous avez les grands points de la réunion, puis vous avez le plan d'action. Voilà, sur quoi a débouché la réunion, etc. Il existe un outil pour upload un fichier audio, type enregistrement de téléphone. Audio to text, il y en a plein qui existent. Tu tapes audio to text sur Google, j'ai plus les noms en tête, mais il y en a plein qui existent. Donc on bascule le script. Du audio et audio to text, exactement. Ouais. Moi, j'anime des réunions parfois en comité très restreint. On est 4-5 personnes. C'est confidentiel. Je mets le téléphone au milieu de la réunion. Donc là, je génère un fichier audio. Et si je veux après, derrière, avoir le compte-rendu, j'utilise l'outil audio to text et j'ai littéralement, en moins d'une minute, tout mon transcript avec les points clés. Il reconnaît les voix, les interlocuteurs, du coup Mal. Mal, ok, ouais. Mal, encore mal. Encore mal. D'ailleurs, si vous avez des outils qui reconnaissent bien les voix, c'est un peu la limite de l'exercice. C'est une très bonne remarque. Deuxième fonctionnalité possible dans la phase de comprendre, peut-être que vous êtes sur un marché où vous recevez des appels d'offres, vous avez des veilles sur des appels d'offres, et les appels d'offres publics notamment sont très gros, des pages et des pages, il faut qu'ils s'occupent les pauvres. Et donc lire un appel d'offres peut faire perdre du temps. Donc là pareil, avec ChatGPT 4, avec la fonction abonnement, on peut télécharger un fichier et lui dire fais-moi un résumé de ce que demande ce client. Et je pense que dans quelques temps, on pourra lui demander, et vu les affaires que j'ai gagnées, dis-moi si j'ai des chances, si c'est pertinent d'y répondre ou pas. Je pense que ça, on n'en est pas très loin. Mais déjà, ce qui marche bien, c'est le résumé de texte. Là-dessus, et on va y revenir, là, il est très bon pour résumer un texte. C'est assez spectaculaire. Et traduire aussi, au passage, on n'en a pas parlé, mais c'est une fonction de l'IA que l'IA fait plutôt de mieux en mieux. Il y a un outil qui s'appelle DeepL qui traduit vraiment pas trop mal. Et pour avoir une traduction quick and dirty, l'IA, c'est vraiment pratique. C'est-à-dire que typiquement, traduire un appel d'offres, ça fait gagner du temps. Voilà. Signer maintenant, non ? Le meilleur moment. Alors sur signer, franchement, moi j'ai trouvé qu'une seule fonctionnalité où l'IA pouvait nous servir. C'est si vous faites, alors là on parlait d'appels d'offres très longs, il se peut que vous fassiez des propositions très longues. Parce que vous êtes sur un métier qui est compliqué, quand vous faites des propositions commerciales, elles font très vite 10, 20, 30, 40 pages. Des propositions très élaborées. Dans ces cas-là, il y a quelque chose qui s'impose, c'est ce qu'on appelle la synthèse décisionnelle, ou l'executive summary en anglais. Vous savez, c'est ce texte qui fait à peu près un tiers d'une page A4, et que si le dirigeant de la structure prospect lit, il a tout compris. Et il n'a pas besoin de se fader vos 30 pages. C'est le pitch, c'est la synthèse décisionnelle. Là, c'est spectaculaire. Je lui ai fait avaler des propals, je lui ai dit fais-moi un résumé en 500 mots, c'est nickel. Il y a deux choses qu'il ne sait pas faire, en revanche. Je lui ai demandé rajoute-moi la durée de la mission. Il n'a pas compris. Parce qu'en fait, il ne sait pas bien gérer le temps, a priori, aujourd'hui. Et d'autre part, rajoute-moi le budget total. Tout faux. En fait, ChatGPT, aujourd'hui, ne sait pas compter. Elle ne sait pas compter. Voilà. C'est comme un adolescent français. Ils ne savent pas compter. Mais ChatGPT, c'est pire, a priori.
Donc il ne faut pas lui demander dans Un la adolescent synthèse français. du temps et du budget. Un adolescent français. Oui. Ben oui, a priori, on est le plus mauvais du monde, non? Enfin, mais rédiger une synthèse décisionnelle, en revanche, là encore, c'est bluffant. Ben, c'est vrai que c'est un exercice qui peut être difficile. On vient de passer 2, 3, 4, 5 heures à concevoir une offre. Ouf, faire le résumé peut nous bouffer encore un peu d'énergie. Donc là, c'est vrai que c'est très pratique. Quelques points de vigilance. Allez, on y va. Uniquement des sujets qu'on maîtrise. Ne demandez pas à ChatGPT de produire du contenu sur des sujets que vous ne maîtrisez pas, parce qu'elle est capable de sortir des énormités. Mais énormes. Énormes. Donc vraiment que sur du sujet que vous maîtrisez et où vous êtes capable de contrôler. Et vous contrôlez. Il y a un exemple célèbre d'un avocat new-yorkais de mémoire qui a failli être radié parce qu'il a fait faire ses conclusions à ChatGPT, il n'a pas contrôlé et il y avait une jurisprudence qui était fausse, qui était inventée de toutes pièces. C'est dommage. Donc que des sujets qu'on maîtrise, on contrôle toujours. Toujours, vous contrôlez. C'est impossible de lui laisser la bride. Aujourd'hui. Et encore, c'est de ne pas la contrôler. Revoyez Terminator, ça finit mal. Hein. Et ce qu'on évoquait en début de petit déjeuner, menez une veille sur ces sujets, parce que ce qui est vrai le 15 février, peut-être que demain c'est faux. Ça progresse en permanence. C'est spectaculaire. Ça, c'était les points de vigilance. Alors, ce qui ne fonctionne pas dans la vente, les réponses aux objections. Vous vous rappelez, en début d'atelier, je vous dis, c'est génial, prépare-moi une liste des objections que pourraient avoir les chefs d'entreprise quand je vais aller les rencontrer. Donc, la tentation est grande. Prépare-moi maintenant des réponses. Oh là! Pour l'instant, c'est un coup à finir avec du goudron et des plumes sur le parking. Hein. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Voilà. Les réponses aux objections, c'est-à-dire... Et là, on voit bien, c'est-à-dire que ce qui repose sur de l'intelligence humaine, sur de la finesse relationnelle, sur vraiment du cœur de métier, sur de l'expertise, elle s'effondre. Deuxième exemple, alors ce que j'appelle une fiche de découverte. En préparant le rendez-vous, je me suis rendu compte que c'était évident pour moi, mais c'est peut-être que mon jargon. Vous savez, c'est ce qu'on prépare, c'est prépare-moi une liste de questions très pertinentes à poser à mon prospect quand je le rencontre. Par exemple, je fabrique des étiquettes. Dans le monde du vin, je vais rencontrer un viticulteur. Prépare-moi une liste de questions pertinentes à poser à un viticulteur pour comprendre son besoin. Là encore, évitez de prendre cette liste et de la poser à un client. Il va vous regarder avec des yeux intrigués, dans le meilleur des cas. Nullissime. Nullissime parce qu'il y a, là encore, une absence d'intelligence relationnelle, une absence d'expertise métier, et que, par exemple, pour vous donner un exemple très très concret, la première question... Alors, d'un coup, je suis en train de penser qu'il y a un vrai expert humain, comme quoi, à côté de l'intelligence artificielle, il y a la bêtise humaine. J'ai vu un post où il proposait ça dans les listes de questions à poser. En B2B, première question à poser, parlez-moi de l'activité de votre entreprise. En 2024, vous démarrez un entretien de vente en B2B comme ça. On est d'accord, hein? Bon. ChatGPT est capable de ça. Hein, donc, ou alors vous l'envoyez elle. Auto, c'est ça? Vous dites, tiens, tu auras rendez-vous avec Auto. Donc ça ne marche pas. Voilà. Mais attention, ça ne marche pas aujourd'hui. Donc je suis super content, super rassuré. Mais peut-être que vendredi, elle va être super forte. Je ne sais pas. Et quoi d'autre? Je crois que c'est tout, non? Qu'est-ce qu'on avait mis d'autre? Sur la fiche découverte, je trouve ça très intéressant parce qu'effectivement, je te rejoins à 300%. Il n'est pas encore au point, mais par contre, ce que vous pourriez faire, c'est de l'entraîner sur vos modèles de fiches découvertes, si vous en avez, et en l'entraînant sur vos modèles de fiches découvertes, créer un robot privé, un GPT privé,
et voir du coup ce que ça pourrait donner comme résultat. Voilà. Et là, je pense qu'on pourrait trouver des pistes Ou plus d'amélioration. diabolique, voici mes comptes rendus d'entretien avec des prospects de ces deux dernières années. Sur cette base, prépare une liste de questions. Pour l'instant, pour avoir mené aussi des expériences... alors, pour aller au bout du robot privé, on a mené une expérience qui était la suivante. On a donné à ChatGPT, avec un camarade de jeu, on lui a donné mes 2 bouquins que j'ai écrits et on lui a donné à manger les 20 ans d'articles de blog que j'ai écrits. En disant, ben, ça va faire une espèce de clone qui est capable de répondre à ma place. Pour l'instant, le résultat était décevant. Le clone était vite un clown. Arnaud le clown. Ouais, donc c'était pas terrible. Donc, moi, j'avais vachement d'espoir. J'ai dit, tiens, je vais pouvoir facturer 24 heures sur 24. Et puis non, pour l'instant, c'est pas ça encore. Parce qu'il est efficace jusqu'à combien de caractères? Je n'utilise pas le 4, mais j'utilise 3.5 et je me suis vite rendu compte. Non, là, tu es limité. Trop de caractères, il sait plus, il se perd après. Et sur le 4, il peut avaler combien de... Alors là, on avait fait, en fait, on avait utilisé des fonctions un peu différentes. C'est-à-dire que vraiment, on lui a fait absorber, voilà, 2 bouquins et pas 20 ans, mais 15 ans d'articles de blog. Donc, on l'a nourri par un canal un peu différent. Et ça suffit pas, a priori, pour fabriquer quelque chose qui est vraiment de l'intelligence relationnelle. Si on lui donne un bouquin entier, la version 4, il est capable d'en faire une synthèse correcte Alors, j'ai pas testé un bouquin entier. Un bouquin entier, moi non plus, j'ai pas testé. Ça fait beaucoup de données. Oui, mais il faudrait faire le test. Bah là, si tu as donné... Mais les bouquins entiers, par exemple, les questions moi, que j'ai livre de posées... Jordan Belfort. Ah oui. Fais-moi un résumé de tel livre, par exemple, que j'avais lu et apprécié. Le résumé était en revanche creux. C'était du creux intersidéral. C'est-à-dire que parfois, il y a une sensation d'un creux intersidéral qui est affligeant. C'est-à-dire que typiquement un résumé d'un livre, je sais pas, moi je suis fan de Les 7 habitudes de ceux qui réussissent, tous ceux qu'ils entreprennent, par exemple. Vous pouvez lui dire, fais-moi un résumé de ça, et en fait, exactement, le résumé, c'est une espèce de table et matière. C'est que c'est un peu... c'est vide, c'est creux. Voilà, je vois pas de meilleur qualificatif. Ça apporte rien. Ça n'apporte rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette patte humaine, et heureusement, donc a priori on a quelques années, on devrait pouvoir tenir jusqu'à la retraite. C'est plus un esprit de synthèse quantitatif que qualitatif. Oui. Voilà, le livre, elle fait la table des matières. Alors c'est pratique une table des matières, mais c'est pas le résumé, c'est pas l'âme du livre. Ça, pour l'instant, elle sait pas le faire. Voilà. Et on va peut-être dire pour l'instant. Et quand tu dis que tu balances par exemple tes comptes rendus de rendez-vous, etc., du coup ça rentre dans le domaine public et que ça peut servir à d'autres, enfin, quelle est la limite en fait Et oui, c'est que là aujourd'hui, même si tu fais ton privé, où est-ce que ça part vraiment? Et oui, c'est ça, c'est un peu... Ça, techniquement, moi j'en sais rien. Ouais, J'en sais rien. Je pense qu'il ne faut pas être dupe. Hein. C'est comme ça, Voilà. C'est pour ça que comme moi j'ai été bercé avec les différents opus de Terminator, je me dis pas nourrir Skynet. Il faut bien comprendre qu'on est écouté et observé à longueur de journée. Je suis allé faire la fin des soldes la semaine dernière dans une boutique qui s'appelle Fago. Je ne sais pas si vous connaissez. Voilà. Et en rentrant le soir, je me connecte. Pardon ? C'est pour se fagoter. Pour se fagoter. Ouais, Non, mais c'est une marque française qui s'appelle Fago. Bon, peu importe. Je suis allé acheter un sweatshirt et je rentre le soir à la maison. Je suis daltonien, donc je pense qu'il était gris. Je n'ai pas pris trop de risques. Et en rentrant à la maison le soir, je me connecte sur mon LinkedIn et le premier post que je vois, c'est le PDG de Fago avec qui je suis connecté. Je n'avais jamais vu de publication du PDG de Fago juste avant. Voilà. C'est... Et il disait un mot sur ton achat ou... Donc, il me remerciait. Non, c'était un post sur la 50e boutique Fago qu'ils ouvrent en France. Mais tout ça pour dire, mais ça vous l'avez tous vécu, bien évidemment, quand on est écouté, entendu à longueur de journée,
Après, la question à se poser, est-ce que ça pose un problème ou pas? Est-ce que j'ai des choses à cacher ou pas? Il y a une série en ce moment sur Canal+, d'argent et de sang. Sur le carbone, l'escroquerie au carbone il y a quelques années. Hein, elle est marrante, cette série. Eux, ils avaient des trucs à cacher. Pour le coup, ils s'en cachaient pas. Vous voyez une application demain avec les... Fago vient de faire un post, il n'est pas gris, il était bleu. Il était bleu, voilà. Avec les fake vidéos, on pourrait demain, après-demain, imaginer que la vidéo du PDG de Fago, elle te soit adressée qu'à toi, et qu'on le fasse parler en disant « Bonjour Olivier, je suis ravi que tu m'aies acheté ce sweatshirt. » En personnalisant. Vous imaginez le message d'après-vente, il serait assez bluffant. Oui. Avec des fausses vidéos, des deepfakes. Moi, j'ai été élevé dans la doctrine ne crois jamais ce qu'on te dit et crois à moitié ce que tu vois. Je pense qu'aujourd'hui, la doctrine, elle a pris un coup de vieux avec l'intelligence artificielle. Parce que vous voyez passer des vidéos aujourd'hui. Franchement, vous savez pas dissocier le vrai du faux. Et c'est des technos qui sont aujourd'hui accessibles en libre service et au plus grand nombre. Demain, vous êtes tout à fait capable de faire une vidéo. Tu mets la tête de Eric à la place de la tête d'Arnaud et on n'y voit que du feu. Donc, en conclusion et en synthèse, avant de répondre à vos questions, on peut que insister avec Arnaud sur le fait qu'effectivement, il faut s'intéresser à ces technologies. Dans le milieu des affaires, bien évidemment, ceux qui vont mieux les utiliser que vous, forcément, ils vont développer un avantage concurrentiel. Et ceci étant dit, l'humain, ça reste quand même la clé. Moi, j'aime bien raconter cette anecdote. Quand j'ai démarré, j'ai travaillé 6 ans dans une boîte américaine. J'ai 23 ans, je suis ingénieur commercial. Et le premier jour de mon boulot, je pars 15 jours à New York pour me former. Donc, c'était une boîte de la tech. On appelait ça l'informatique à l'époque. On vendait des solutions complexes en informatique. Et on part 15 jours en formation. Je suis jeune vendeur à New York. Et pendant 15 jours, ils nous en mettent plein la tête. Franchement, je comprenais un mot sur deux. Je dis, oulala, où est-ce que je suis tombé? J'ai dû me planter. Et dans cette organisation, dans cette entreprise, il y avait un patron charismatique qui avait fait passer la boîte de 50 millions de dollars à plus d'1 milliard de dollars de chiffre d'affaires. Je me souviens encore de son nom, il s'appelle Tomo. Il était respecté, il était craint dans l'entreprise, on l'appelait Dieu. Et au bout de 15 jours, à la fin de la formation, il y a Dieu qui nous invite à dîner. Donc on est 10 jeunes vendeurs des différents pays et on va dîner avec Dieu. On nous avait parlé de Dieu pendant 15 jours. Donc autant vous dire que quand je suis rentré dans la salle du restaurant, on était tous un peu intimidés et on découvre une personne mais hyper accessible, hyper sympa et il nous dit, je m'en souviendrai toute ma vie, ce que vous avez appris pendant 15 jours, c'est pas le plus important. On s'en fout. Je dis, pas possible. Alors 15 jours, ils nous ont... C'est pas le plus important. N'oubliez pas une chose, et s'il y a une chose à retenir de ces 15 jours, c'est ce que je vais vous dire maintenant. People buy from people. Voilà. La vente, c'est d'abord une histoire de relations humaines. Voilà. Et ça, c'est vraiment, je trouve, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que il faut savoir utiliser les outils à bon escient dans votre développement commercial, mais ce qui compte et ce qui fera la différence, c'est d'abord vous. Et c'est rassurant. On arrive à la fin ? On est à peu près dans les temps, c'est ça? Et je crois qu'il faut qu'on libère la salle, c'est ça? Oui, c'est ça. Avant 10h30. Avant 10h30, donc ça nous laisse encore 5 minutes si vous avez des questions. Est-ce qu'on a tenu le challenge du au moins un truc concret à mettre en application cet après-midi? Oui? Oui? Ça c'est bon, le contrat est rempli? Bon. Ok. Et est-ce qu'il vous reste des questions, réactions, interrogations, remarques, avant qu'on échange autour d'un dernier café? Alors si ça vous intéresse, on pourrait peut-être organiser dans les mois qui viennent un club plus dédié sur l'utilisation de GPT-4. Ouais. Pourquoi pas, et de voir effectivement... et peut-être que d'ici là, GPT-5 sera sorti. Alors GPT-5, il est déjà dans les cartons, bien évidemment. Et je ne sais pas, encore une fois, je ne suis pas devin, etc. Mais j'ai l'impression qu'il retarde sa sortie parce que là, le bouleversement serait encore trop lourd à digérer tout de suite.
Mais bon, on va voir ce que ces gourous de la tech nous réservent. En tout cas, la techno pour la techno, avec Arnaud, on n'est pas forcément des grands fans. En revanche, si la techno peut nous aider à être un peu plus performant dans notre activité, moi c'est ça qui m'intéresse, et de regarder le côté opérationnel. Oui, moi j'ai une question. Sur les générateurs d'images, oui. Parce que là aujourd'hui, ChatGPT il propose des images qui font un peu zone 51, enfin c'est un peu particulier. Un peu le même style toujours, hein, de synthèse. Ouais. Et puis on ne sait pas si on a vraiment affaire à des humains, enfin c'est pas très humain, c'est pas très humain. Oui. Et donc c'est quoi vous avez parlé de Midjourney. Midjourney, c'est un niveau au-dessus dans le rendu. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont, parce que Midjourney il n'est pas accessible. Il n'est pas très intuitif. Bah, c'est via Discord. Il faut l'apprendre à l'utiliser. Ouais. Il faut l'apprendre à l'utiliser. Non, j'ai pas en tête des générateurs d'images. À ma connaissance, Midjourney reste à ce jour le plus performant. C'est vrai que l'interface utilisateur, elle passe par Discord et c'est pas forcément user-friendly, comme disent les Américains. Mais c'est vrai que les images sont plus... Mais les images sont beaucoup plus bluffantes. Mais c'est vrai qu'il y a sur les images que tu as montrées, on reconnaît la patte et la griffe la ChatGPT. Ouais. Il y a une vidéo aussi qui crée des vidéos, je crois. Enfin, alors les vidéos, il y a NVideo, enfin vous avez plein d'applications. Il y a plein d'applications vidéo qui existent, mais par exemple si vous faites de la communication sur les réseaux sociaux en vidéo, parce qu'aujourd'hui c'est quand même un canal, le canal vidéo il s'est imposé sur les réseaux sociaux, vous pouvez, il y a des outils comme Opus Clip qui vous permettent à partir d'une vidéo longue de vous créer des vidéos courtes avec les sous-titres. Donc si vous avez déjà des vidéos, et ça c'est assez, nous on l'utilise chez WSI, et pour certains clients, Opus Clip c'est assez bluffant. Vous téléchargez une vidéo longue dans Opus Clip et il vous génère les vidéos courtes avec les sous-titres prêtes à l'emploi sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, etc. Voilà, après vous avez des outils comme Submagic qui vous permet après de générer des sous-titres sur des vidéos existantes. Ça se fait, mais encore une fois, littéralement en quelques secondes. Donc il y a plein d'applis comme ça autour de la vidéo qui est quand même le média qui s'impose aujourd'hui en communication digitale et qui permet donc de gagner, qu'on gagne en productivité, d'aller plus vite. Faut chercher. Ouais. Et bon business alors. Merci. Rentrez main. Merci. Merci à vous.